Bienvenue dans l'émission Les podcasts de la recherche stratégique, présentée par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts de la recherche stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Annabelle Livet, chargée de recherche à la FRS, spécialiste des questions de sécurité énergétique, des relations franco-allemandes dans le domaine de l'énergie. Bonjour Annabelle Livet. Bonjour Fabien. Alors, expliquez-nous où en sont les relations franco-allemandes aujourd'hui dans le contexte énergétique. Dans le contexte de l'énergie, c'est vrai que les relations franco-allemandes ont été quelque peu mouvementées, en tout cas sur les dernières années même. On peut remonter facilement jusqu'à 2019-2020. D'abord, c'était par rapport plutôt aux questions liées à la taxonomie, donc c'est-à-dire en fait comment orienter les investissements européens vers des projets qui seraient labellisés verts, c'est-à-dire donc décarbonés ou pas. Donc là-dessus, c'est vrai que la France et l'Allemagne avaient eu déjà pas mal de discussions pour savoir si on allait inclure ou non le nucléaire dedans et également le gaz naturel. Donc au final, les deux ont été inclus. Ensuite, c'est vrai que voilà, il y a eu évidemment le début de ce retour en fait du conflit en haute intensité en Ukraine depuis l'année dernière, qui a également déclenché donc une véritable crise énergétique en Europe, avec des implications très fortes en mettant sous tension en fait l'approvisionnement, notamment en gaz, pour l'ensemble des pays européens, et donc auquel cas l'Allemagne a été très touchée, mais la France également, et aussi pour d'autres raisons. Et donc c'est vrai que cette crise énergétique a eu également elle a touché tout le monde, mais pas forcément de la même manière. Et par exemple, du côté allemand, ça a des implications très fortes en fait pour l'industrie du pays, qui également est mise sous tension par rapport à des coûts de l'énergie qui ont parfois même triplé. Alors entre-temps, c'est un petit peu redescendu avec quelques mesures d'intervention justement du gouvernement allemand. Mais voilà, dans tous les cas, ça reste une situation très préoccupante. Et du côté français, c'est vrai que finalement, on reste également sous tension de manière un petit peu moins importante, mais ça vient aussi qu'on a moins d'industrie qu'en Allemagne. Donc voilà. Et finalement, plus récemment encore, il y a eu malgré tout dans ce contexte de crise et dans ces contextes un petit peu houleux des fois de relations franco-allemandes, il y a eu malgré tout un accord trouvé en tout cas directement par 26 pays de l'Union européenne sur une réforme en fait du marché de l'électricité européen, qui est finalement extrêmement bienvenue parce que ça va permettre de soulager, en tout cas de manière structurelle, les entreprises, en tout cas d'avoir de la prévisibilité en fait sur des prix, sur les prix de l'énergie et notamment le prix de l'électricité. Ce qui est un pas énorme parce que voilà, ça fait écho à un certain nombre de divergences entre nos deux pays, et ça demande un certain nombre de compromis qui n'a pas été toujours très facile. Et quels ont été les sujets récents de discussion, voire de tension entre les deux pays? Alors, c'est vrai que par rapport à l'énergie, bon, l'un des points les plus emblématiques, on va dire, et c'est pas un point qui est sorti là, c'est quelque chose finalement qui est assez latent hein, depuis longtemps, c'est la question du nucléaire. Donc de l'énergie nucléaire, donc de l'électronucléaire, donc uniquement avec un emploi civil, donc savoir si les centrales nucléaires peuvent ou non contribuer à la transition énergétique, ou du moins à la décarbonation de nos sociétés. Du côté français, la position est redevenue claire depuis pas si longtemps que ça, hein, depuis quelques années seulement, sous le mandat du président Macron. Et du côté allemand, en fait, il est assez clair que l'idée de ce qu'on appelle l'Energiewende, qui est en fait la transition énergétique selon le modèle allemand, exclut en fait le recours au nucléaire, tout comme elle exclut le recours en fait aux énergies fossiles, sauf éventuellement le charbon en termes d'énergie de réserve, on va dire. Alors déjà, le nucléaire est assez clivant par rapport à l'usage qu'on peut en faire, c'est-à-dire qu'en fait, simplement le fait d'avoir des centrales nucléaires est considéré comme un risque et quand même comme un danger en fait du côté de l'Allemagne, qui est restée très traumatisée en fin de compte par rapport à notamment à la catastrophe de Tchernobyl, et puis après même encore aussi indirectement par ce qui s'est passé à Fukushima.
Et c'est vrai qu'il y a une véritable peur en fait de l'atome, et donc peur d'avoir un risque, d'avoir un accident en fait de fonctionnement dans une centrale nucléaire. Donc ça, c'est un premier sujet qui est complexe parce que c'est vrai que fatalement, c'est assez difficile de parler en fait de nucléaire de manière enfin sans émotion en tout cas. Il y a systématiquement cette émotion de peur en fait qui peut ressurgir et qui rend des fois le débat pas forcément aussi réaliste, enfin ou du moins aussi rationnel que ce qu'on pourrait espérer. Et puis il y a quand même une question également qui touche celle de la gestion des déchets. C'est vrai que du côté de l'Allemagne, il y a une très faible acceptabilité sociale en fait d'enfouir des déchets sous terre. C'est moins le cas du côté français. Mais là encore, c'est vrai que ça reste des questions finalement structurantes, pour la suite. Et puis enfin, c'est vrai que le nucléaire a quand même ce lien aussi avec le monde de la défense, ce lien des fois qui peut être, civilo-militaire, qui en Allemagne jusqu'à présent a été aussi est un sujet que de toute façon très très complexe en fait, mais même au-delà du nucléaire, quoi. Donc c'est vrai que fatalement, c'est une énergie qui est complexe, mais en fait, elle fait aussi écho à d'autres aspects, qui je trouve sont assez importants à mentionner, qui sont en fait que, la France et l'Allemagne ont des systèmes, historiquement des systèmes énergétiques très différents. Par exemple, l'Allemagne a un système, en fait une économie de l'énergie qui s'apparente un peu plus au modèle en fait, du Royaume-Uni ou même des Pays-Bas, tandis que la France s'apparente plus au modèle qui existe également, en Espagne ou en Italie. Alors pour expliquer ça, c'est-à-dire que du côté allemand, finalement, l'économie de l'énergie s'est formée, en fait, à partir des communes, et ensuite ce sont des acteurs privés qui ont grossi et ont couvert ensuite donc des aspects régionaux et ensuite au niveau national. Alors qu'en France, tout comme en Italie ou en Espagne, il y avait beaucoup plus cette notion d'avoir une énergie sous forme de que l'énergie, en fait, était un service public, et dans ce cas-là, le pilotage, en fait, ou la des projets énergétiques était, géré, on va dire, de manière top-down, c'est-à-dire de manière centralisée par, les pouvoirs étatiques, par le biais effectivement d'entreprises, étatiques. Alors en France, on peut bien sûr penser à EDF, mais dans tous les cas, c'est vrai que, ça crée des mentalités très différentes, puisque quand on a une entreprise étatique, l'aspect, enfin la dimension lucrative est moins contraignante, on va dire. Il y a également, cette notion qu'en fait on est soutenu finalement par l'État, donc ça permet d'avoir un autre raisonnement, on va dire, d'entreprise. Tandis que lorsqu'on est, un acteur, extrêmement libéralisé pour lequel l'État n'a pas à s'initier en fait dans les affaires, des entreprises énergétiques, par exemple en Allemagne, et bien, dans ce cas-là, ces entreprises-là sont à la recherche de nouveaux marchés, sont à la recherche de ce qui est pour elles profitable, et finalement, ont une gestion de risque, qui est beaucoup plus présente, on va dire omniprésente, en tout cas dans leurs réflexions, que ça ne le serait, du coup, côté français. Donc ça, ce sont des différences, vraiment, majeures, et en fait, pourquoi est-ce que ça peut créer des crispations? Tout simplement parce qu'en fin de compte, heu au moment où il s'agit d'harmoniser 2 systèmes qui sont fondamentalement différents, il y a un risque en fait d'avoir des perdants et des gagnants, et auquel cas, c'est vrai que c'est cette perspective de devenir gagnant ou perdant qui finalement, implique d'avoir des positions, de plus en plus fortes en fait sur certains sujets. Et quel est le rôle de l'Union européenne dans ce contexte? Alors justement pour ça, l'Union européenne a un rôle, très intéressant, sur plusieurs points, pardon. D'abord, parce que, comme je disais juste avant, c'est vrai que l'Union européenne, jusqu'à présent, enfin depuis les années 2000, on va dire, a poursuivi des réformes de libéralisation des marchés qui visaient finalement à uniformer un marché de l'énergie unique, jusqu'à la création d'ailleurs d'une union de l'énergie en 2016. Donc l'idée de ce marché unique, c'était d'avoir une allocation optimale des flux énergétiques et aussi de tirer les prix vers le bas pour que ce soit intéressant pour les consommateurs et les entreprises. Sauf que, jusqu'à un certain point, ces normes-là, donc là, en l'occurrence, c'est ce qui se passait récemment, impliquaient des normes d'harmonisation, en fait, de ces systèmes qui, parfois, sont très contraignantes lorsque le système initial est trop éloigné de l'harmonisation qui est demandée.
Et ça, c'est vrai que du coup, l'Union européenne, c'est un peu un catalyseur, on va dire, de ces distensions-là et auquel cas les tensions, on va dire, entre la France et l'Allemagne sur ces sujets énergétiques, elles ne concernent pas du tout les mécanismes de marché nationaux, elles concernent systématiquement au niveau européen. Donc c'est à ce niveau-là, si vous voulez, qu'on peut voir un peu, ces différences-là et ce qui est intéressant également, c'est que si on considère l'Union européenne comme une sorte de plateforme, on va dire, d'échange même ou de vision, hem, en fait, la France et l'Allemagne sont assez représentatifs d'autres pays. C'est-à-dire que d'autres pays membres de l'Union européenne vont se retrouver effectivement dans le cas français parce que, par exemple, le nucléaire les intéresse ou parce qu'ils ont une vision un peu plus interventionniste, on va dire, du marché de l'énergie. Tandis que du côté allemand, effectivement, d'autres pays peuvent se retrouver plus, soit dans la vision peut-être antinucléaire, soit par exemple, par rapport à un côté, une vision beaucoup plus libérale, on va dire, du marché de l'énergie. Donc ce mélange, on va dire, des différentes visions, des différents systèmes, en fait, se retrouve de manière très forte au niveau européen. Ce qui fait, en fait, qu'une réforme comme celle du marché de l'électricité est extrêmement ambitieuse et le fait qu'elle soit passée, c'est un signe extrêmement positif parce que ça permet malgré tout de créer une unité, en fait, entre les différents pays de l'Europe. Mais, en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Union européenne a cette capacité d'un côté à fédérer l'ensemble des pays, mais également, aussi à garantir une certaine diversité, en fait, des systèmes. C'est-à-dire qu'elle peut gérer, c'est elle qui gère finalement le niveau d'harmonisation qui est nécessaire au bon fonctionnement du marché de l'énergie au niveau européen. Auquel cas, en fin de compte, quand on regarde vraiment du point de vue de la sécurité énergétique, le mot d'ordre de la Commission européenne, ça a été la diversification des approvisionnements énergétiques et donc des sources d'énergie et auquel cas, on peut partir du principe qu'à partir du moment où une source énergétique est décarbonée, quelle qu'elle soit, du moment qu'elle se complète finalement, tout est bon à prendre parce que fatalement, un jour vous aurez plus de vent à un endroit, un autre jour vous aurez plus de soleil à un autre endroit et puis, maintenant que le nucléaire est inclus dedans, le nucléaire peut aussi également, aider à contribuer à stabiliser l'ensemble du réseau quand c'est nécessaire et c'est cette diversité-là, en fait, qui est très précieuse et qui est uniquement, accessible, on va dire, ou envisageable, en fait, par ce levier européen. Enfin, quel avenir pour la relation franco-allemande dans le domaine de l'énergie? Peut-être juste une toute petite contextualisation aussi par rapport, à cet avenir franco-allemand. Je pense qu'il est vraiment important, de considérer, ces tensions, ces discussions, en tout cas entre la France et l'Allemagne qui ont eu lieu. Ce sont des divergences, mais ça ne doit pas devenir des oppositions et ça j'insiste un peu sur, de manière sémantique. Pourquoi? Parce qu'en fait, une opposition, ça implique, en fait, l'absence de mouvement, ça devient sclérosant, où en fait 2 forces vont s'annuler et finalement on n'avance pas. Alors que là, on est dans un contexte quand même de crise énergétique, on a besoin d'avancer. Auquel cas, même s'il y a des divergences, ça n'empêche qu'on peut avancer, même en prenant des chemins différents. Tant qu'on trouve des complémentarités et tant qu'on trouve des accords communs latents qui sont la décarbonation, des sociétés et un approvisionnement, suffisant en énergie et essayer justement que ce soit des coûts, supportables pour les entreprises et les consommateurs. À partir du moment où on a ce trilemme en fait qui existe d'énergie sur lequel tout le monde est d'accord, il faut pouvoir accepter ces divergences et donc justement, au niveau franco-allemand, je pense que c'est important de souligner ça puisque autrement nous avons des choses en commun. C'est-à-dire que si on regarde l'approvisionnement, la sécurité des approvisionnements énergétiques, la France et l'Allemagne, mais tout comme les autres pays européens, travaillent quand même main dans la main pour se coordonner, se soutenir justement quand un pays a un besoin, par exemple en approvisionnement de gaz. C'était ce qui s'était passé, par exemple, l'année dernière. La France avait un besoin d'électricité, l'Allemagne avait un besoin de gaz et ben, assez naturellement, finalement, il y a eu des pistes qui ont été trouvées pour créer des mécanismes de solidarité entre ces 2 pays. Ça, c'est à souligner parce que ça a un impact direct pour les citoyens, en fait, des 2 pays, et même plus généralement pour l'Europe. Donc c'est vraiment quelque chose de positif et qu'il faut encourager. De même que,
Il y a aussi une prise de conscience qui va de pair, en fait, avec les enjeux, industriels, c'est-à-dire, les enjeux de souveraineté, européenne, donc des industries, européennes. Dans le domaine de l'énergie, on peut notamment mentionner l'éolien et l'hydrogène, mais aussi par extension finalement le nucléaire, mais qui est plus, on va dire, français qu'européen. Mais pour l'éolien et l'hydrogène, il y a toute une multitude d'acteurs, d'entreprises européennes qui ont un vrai potentiel justement de continuer à se déployer, mais qui sont aujourd'hui plus ou moins en danger, des fois par des actions de compétitivité au niveau international, que ce soit avec les États-Unis, ou la Chine. Et donc là, l'enjeu aussi, et ça je pense que c'est un réel avenir, pour la France et l'Allemagne, c'est de travailler ensemble pour soutenir en fait, ces industries-là. Hem et justement d'avoir cette vision un peu souveraine de l'Europe en fait et de l'industrie européenne. Voilà, donc l'idée c'est pas d'avoir une forme de protectionnisme, mais c'est quand même de savoir protéger ces atouts industriels qui sont en l'occurrence vitaux pour nos pays. C'est ça, il y a les mêmes réflexions qui touchent, aux technologies, il y a les mêmes réflexions, sur le do dans le domaine de la défense. Voilà, et donc l'énergie, ça continue à faire partie en fait de ces secteurs, jugés vitaux. Enfin, un tout dernier petit point, quand même, d'avenir franco-allemand qui aussi, je pense est important, aussi bien pour continuer en termes de représentativité, aussi de moteur, en fait, pour l'Europe et pour les autres pays de l'Europe. C'est quand il s'agit, en fait, de sécuriser les infrastructures critiques. Alors les infrastructures critiques, normalement, ça concerne aussi bien, la télécom que les réseaux, énergétiques, mais voilà, de manière générale, c'est tous les réseaux. Et en fait, ce qui est intéressant, dedans, c'est que, ces réseaux-là sont assez vulnérables. Pourquoi? Parce que, vous pouvez avoir des actions, malheureusement, d'acteurs, étrangers, hostiles, qui vont, saboter. C'est ce qui s'est passé avec, les gazoducs, Nord Stream. Là encore récemment, des connecteurs, justement dans la Baltique. Ce sont des problèmes quand même qui vont être de plus en plus récurrents, surtout pour tout ce qui est, câbles, ou infrastructures sous-marines. Parce qu'en fait, il y a une réelle, exposition, finalement à ce que, des acteurs, étrangers puissent, voilà, mener des actions de sabotage ou quoi que ce soit, et sur des régions très différentes. Ça peut être la Baltique, mais ça peut être la Méditerranée. Et auquel cas, la France et l'Allemagne ont tout intérêt, je dirais, à travailler ensemble, par rapport à ça. Également main dans la main avec les autres pays européens, mais c'est ce qui va aussi contribuer à une forme de stabilisation, du réseau, donc de l'Union européenne, et donc augmenter ou continuer à au moins garantir un certain niveau de sécurité énergétique en Europe, ce qui est absolument, crucial, pour nous. Merci Annabelle Livet, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.